On s'en vient, on s'en vient. On a monté le son, là. On a monté le son des Ah micros. ouais? Tabarouette. C'est un processus d'amélioration continue. Oh, c'est parti. C'est bon? Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 16 octobre 2023. À l'ordre du jour, on a en point 1 la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 2.1, période de commentaires et de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Bon, on a la même chose. 3, approbation du procès-verbal. En 3.1, c'est le procès-verbal à la séance ordinaire du 11 septembre 2023. 3.2, séance extraordinaire du 4 octobre 2023. 3.3, séance extraordinaire du 6 octobre 2023. En 4, les dossiers de la mairie, on a les correspondances. En 5, dossiers de la direction générale et de la greffe. Les points que vous voyez en jaune qui sont surlignés, c'est des points qui ont été ajoutés en fait, en cours de journée aujourd'hui qui n'étaient pas sur l'ordre du jour sur le site web. 5.1, autorisation de signature pour l'acte de vente rédigé par le greffier, vente pour taxe 2020. 5.2, autorisation de signature d'une entente intermunicipale en sécurité incendie. 5.3, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité, volet 4, dépôt d'une demande d'aide financière, dépôt d'une demande d'aide financière, oui. 5.4, logiciel Perphase pour la révision de la liste électorale, octroi de contrat. 5.5, régularisation des titres de propriété, entreprise, quartier chaleur et construction Norvex limité, autorisation de signature. 6, en trésorerie, en 6.1, on a un octroi de contrat pour les services de conciergerie novembre 2023 à décembre 2024. 6.2, compte à payer au 30 septembre 2023. 6.3, autorisation au dossier de l'Agence de revenus du Canada, la RC. 6.4, bâtiment de service rue du Quai, demande de paiement numéro 5. 6.5, projet de rénovation de l'aréna Léopold Leclerc, demande de paiement numéro 10. 6.6, remplacement de 5 unités de ventilation au Quai des Arts, paiement final. 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, avis de motion pour un règlement relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. 7.2, c'est l'adoption du projet de règlement 2023-483 pour le même objet que 7.1. 7.3, entente intermunicipale de fourniture de services d'inspecteur de la MRC Avignon 2021-2024, intégration des municipalités de Nouvelle et Maria. 7.4, aide financière pour le programme J'adopte un cours d'eau. 7.5, demande de dérogation mineure au 850 boulevard Perron, lot 6 580 370. 7.6, demande de dérogation mineure au 424 boulevard Perron, lot 6 476 841. 7.7, demande d'autorisation à la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour une demande d'usage autre que l'agriculture sur les lots 3 547 296 et 3 548 212 corrections. Dossier de développement économique et tourisme, en 8.1, on a une acquisition d'une camionnette pour les équipes de camping et des parcs. 8.2, fourniture et plantation de végétaux dans l'aménagement extérieur du bâtiment de service du stationnement. 9, loisirs, culture et vie communautaire. En 9.1, on a le renouvellement de l'entente sur le développement culturel 2023-2024. 9.2, l'offre de service pour le renouvellement de la politique culturelle. 9.3, le budget participatif 2023-2024, projet gagnant. 9.4, réfection de l'aréna Léopold Leclerc, ajout de travaux. C'est un point qui a été ajouté aussi aujourd'hui. En 10, dossier des travaux publics. En 10.1, l'entente avec Éco-entreprise Québec concernant la transformation et la poursuite du service régionalisé de collecte, transport, tri et traitement des matières recyclables pour l'appel d'offres 2021-2024 à partir du 1er janvier 2025. 10.2, embauche ouvrier opérateur en eau potable 52 semaines. 11, en sécurité publique. 11.1, rapport des interventions au 30 septembre 2023. 11.2, règlement 2023-485, modifiant le règlement 2009-164, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911.
En 12 prochaines séances, 13 autres sujets, 14 sur la table du conseil, 15 périodes de commentaires et de questions et 16 levées de la séance. Si ça vous va, membre du conseil, je vous proposerais de juste de peut-être décaler les points là, pour terminer la séance avec le budget participatif 2023-2024. Là, on pourrait le mettre là, juste à 11 points, juste avant la prochaine séance pour finir avec ça, avec cette annonce-là. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Régis Leblanc. Merci. On serait en deux périodes de commentaires et de questions. Avez-vous des commentaires et questions spécifiquement sur les sujets à l'ordre du jour? Tout autre commentaire, bien évidemment, on va les prendre à la fin. Dans ce que je vous ai nommé tout à l'heure, ça vous va? Allons-y avec ça. Alors, allons-y. On serait rendu au point 3, approbation des procès-verbaux. On a le premier procès-verbal, la séance ordinaire du 11 septembre 2023. Vous l'avez tous reçu. C'est conforme à nos décisions. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 3.2, c'est le procès-verbal, la séance extraordinaire du 4 octobre 2023, qui était essentiellement pour un refinancement. Quelqu'un a fait la proposition? Esteban Figueroa encore, merci. Faire les trois. Seigneur, c'est un tour du chapeau. 3.3, séance extraordinaire du 6 octobre 2023, proposée par Esteban Figueroa. Incroyable. 4 dossiers de la mairie. On a 4.1, les correspondances. On a reçu une correspondance, une lettre là, officielle qui est adressée aux membres du conseil au cours du dernier mois. C'est en fait, on est invité à souligner la semaine des tout-petits qui aura lieu du 20 au 26 novembre prochain. C'est une semaine qu'il y a chaque année pour reconnaître l'importance des petits, des enfants dans nos communautés. On nous a aussi envoyé un drapeau qu'on nous invite à installer durant la semaine, ce qu'on fera du 20 au 26 novembre prochain. Puis il y aura des communications qui seront faites dans l'Hublot en ce sens-là. Si ça vous va, membre du conseil, évidemment. Toujours d'accord avec ça? Personne qui s'oppose à la semaine des tout-petits? Merci. Dossier de la direction générale et de la greffe. En 5.1, autorisation de signature, acte de vente rédigé par le greffier pour les ventes pour taxes 2020. Dans tout dossier de vente pour taxes, lorsqu'il y a une vente pour taxes, dans ce cas-là, c'est la ville qui est devenue propriétaire, en fait, d'un lot, d'un terrain. Quand il y a une vente pour taxes, la personne qui n'est pas propriétaire, instantanément, on devient adjudicataire pendant 1 an. Donc, le propriétaire du terrain a 1 an pour le racheter si jamais il désire le faire. Donc, la ville, dans ce cas-là, est devenue adjudicataire d'un terrain en 2020 et il s'est passé 1 an. Le processus est complété, donc on peut maintenant devenir officiellement propriétaire de ce terrain-là. C'est un tout petit terrain qui est situé là, du côté nord de la 132 en face de CFI Metal, pour ceux qui sont familiers. Euh, alors voilà. Est-ce que quelqu'un autorise moi-même et notre directeur général, seulement moi, à signer l'acte de vente rédigé par le greffier? Proposé par Alain Turcotte. Merci. 5.2, autorisation de signature d'une entente intermunicipale en sécurité incendie. Vous l'avez beaucoup entendu parler, je pense. Ça a été médiatisé. On a décidé de regrouper les 4 services incendie d'Escuminac, Nouvelle, Carleton-sur-Mer et Maria. Les trois municipalités l'ont adopté par résolution la semaine passée. Il restait à nous à procéder. Donc, c'est la dernière étape pour finaliser ce processus-là. Ensuite, on a déjà lancé un appel de candidature pour ouvrir le poste de directeur incendie unifié ou directrice. Donc, ça va s'en venir. On a hâte de voir les consultations, c'est-à-dire les candidats, candidates. Mais donc, avec cette résolution-là, on va pouvoir compléter le processus. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un fait la proposition? Denise Leblanc propose. Merci. 5.3, c'est toujours en lien avec le projet de mise en commun du service incendie. Il y a un programme d'aide financière au ministère des Affaires municipales qui finance le regroupement de services quand les municipalités travaillent ensemble. Et puisqu'on est 4 municipalités à se mettre en commun, on veut déposer cette demande-là au Fonds Région Ruralité, volet 4, pour en fait aller chercher éventuellement 250 000 sur une période de 5 ans qui va nous permettre de réduire les coûts du service incendie. Donc, la résolution, c'est vraiment pour autoriser le dépôt dans le cadre du volet 4 et qu'on accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet au nom des 4 municipalités. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un a fait la proposition? Régis Leblanc propose. Merci. 5.4, logiciel Perforce pour la révision de la liste électorale, octroi de contrat. C'est la ville, comme
plusieurs municipalités au Québec travaillent avec PG Solutions, là, qui est une offre de logiciels comptables à la base. Et on a plusieurs modules qui se greffent à ça pour la gestion des requêtes citoyennes, entre autres. Et eux offrent ce logiciel-là, Perface, qui est pour réviser la liste électorale. C'est quand même un processus qui est ardu. Là. On rentre en période d'élection parce qu'il y a un poste de vacant au conseil municipal. Et donc, il faut passer l'ensemble de la liste électorale ligne par ligne pour valider que les informations sont bonnes, qu'il n'y a pas eu de changement d'adresse, de changement de nom. Et c'est un logiciel qui va nous aider à le faire là, à l'interne pour optimiser tout ça. Donc, le coût pour la première fois pour l'implantation du logiciel, le contrat qui sera donné ce soir, c'est un montant de 5 538. Puis ensuite, à chaque fois qu'il y aura des élections, on pourra réactiver ce logiciel-là. Donc, une année sur 4, en théorie, s'il n'y a pas d'élection partielles qui ont lieu, puis les coûts vont être un petit peu plus bas une fois que ça inclut la mise en place du logiciel, la formation aussi des employés, 10 heures de formation pour l'utilisation de ce logiciel-là. Donc, dans les prochaines années à venir, il y aura une diminution. Puis, ce que ça permet aussi, c'est évidemment, c'est d'économiser du temps des employés, là, donc d'être plus efficace à l'interne. Alors, si ça vous va, ça nous permettrait, ça prendra une proposition pour l'autoriser. Oui, question, M. Figueroa. Ça vient de quel budget? Je t'en ai pas parlé tantôt. Ben, on a toujours, Des maintenant, élections ou c'est... exact, depuis quoi, 2 ans peut-être, on a l'obligation, les municipalités, de prévoir une enveloppe financière pour les élections. Donc, ça va être pris à même ce budget-là. C'est 30 000 qu'on prévoit, qu'on se réserve pour en cas d'élection. Donc, on va l'utiliser dans ce budget-là. C'est bon? Est-ce que quelqu'un propose? Denise Leblanc a fait la proposition. Merci. 5.5, régularisation des titres de propriété, entreprise, quartier chaleur et construction Norvex Limité. On en a parlé à quelques reprises, là. C'est la rue Quartier Chaleur, en fait, à l'époque, là, de la manière qu'on fonctionne. C'est les promoteurs construisent la rue, ensuite la cèdent à la ville. Et cette rue-là n'avait pas été cédée. Les terrains ont été vendus, puis l'entreprise Construction Norvex n'existe plus, là, a cessé ses activités. Donc, c'est plus au niveau technique là, où on a enclenché la procédure pour devenir propriétaire de la rue, comme on l'est de toutes les rues du territoire, ou à peu près. Mais là, il y avait une petite. On a fait le processus, mais on avait omis d'indiquer qu'on autorisait le directeur général, M. Antoine Audette, à signer les documents relatifs à cette procédure. Le nom n'était pas indiqué dans la dernière résolution, donc on va reprendre la résolution ce soir pour stipuler spécifiquement que c'est M. Audette qui va signer les documents. Ça vous va? Esteban Figueroa propose. Merci. 6, dossier de la trésorerie. 6.1, octroi de contrat pour les services de conciergerie de novembre 2003 à décembre 2024. 2023 à 2024. C'est pour un petit peu plus de 14 mois, très exactement. On était sous contrat pour un an. Le contrat se terminait. Et là, on a eu des discussions avec l'entreprise qui faisait le contrat. Finalement, c'est un contrat de gré à gré là, qui était en bas de 120 000, que ça, on a le droit. Finalement, ce qu'on a constaté, c'est il risquait d'y avoir une augmentation des coûts. On est allé en appel d'offres pour aller chercher d'autres firmes. Il y a seulement une entreprise qui a déposé une soumission. Le montant total pour 14 mois est de 170 500, ce qui représente une période de 12 mois, 150 000. Le dernier contrat de 12 mois était de 96 000. Donc, il y a vraiment une augmentation marquée. Il n'y a plus d'entreprises ou à peu près qui font ces services-là dans la région. C'est super difficile à trouver. Et là, on réfléchit à d'autres solutions. On est à envisager peut-être à embaucher nous-mêmes des concierges vu l'augmentation des prix, mais là, à court terme, dans 2 semaines, on n'a plus de contrat de conciergerie. C'est pour l'entretien du Quai des Arts, salle Charles-de-Gaulle, l'hôtel de ville et les garages municipaux. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est malgré l'augmentation importante des coûts, on sait qu'on n'a pas d'autre option à court terme. Donc, on veut y aller avec l'octroi du contrat pour cette période de 14 mois. Puis on va prendre le temps d'analyser, je disais, les solutions, peut-être éventuellement embaucher nos propres employés parce que avant, avec les coûts, historiquement, là, ça coûtait plus autour de 80 000, 88, 90, là, 96 la dernière année, là, 150. On va commencer à envisager sérieusement d'autres options avec ces coûts-là. Mais donc, si ça vous va, on pourrait procéder à l'octroi de contrat. C'est proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 6.2, compte à payer au 30 septembre 2023.
On en avait pour un montant total de 935 000, 655 000 dans les comptes, dans les factures qu'on a reçues et 280 000 qui ont déjà été payés sur les comptes électricité, les salaires, etc., qui sont les factures déjà payées. Donc, l'ensemble des membres du conseil ont reçu la totalité des factures. C'est conforme. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Turcotte. Merci. 6.3, autorisation au dossier de l'Agence de revenus du Canada. En fait, ça fait suite au départ d'Hélène Forêt, notre trésorière. Là. Il y a un affichage de poste qui est en cours, mais c'est elle qui était responsable, ainsi que Julie Nadeau, qui étaient les personnes ressources à la ville pour si on a besoin d'informations de l'Agence de revenus du Canada. Et avec cette résolution-là, on viendrait changer pour que ça soit toujours Julie Nadeau, mais aussi M. Antoine Audette, directeur général et greffier, qui soit autorisé comme représentant de la ville à l'Agence de revenus du Canada. Ça va? Esteban Figueroa a fait la proposition. Merci. 6.4, demande de paiement numéro 5 pour le bâtiment de service sur la rue du Quai. Ce n'est pas la dernière demande de paiement. Il va rester on a toujours un 10 qu'on se garde là, pour valider les travaux. Mais c'est une demande de 57 882,98. Le bâtiment est pour dire complété. Là. Il restait des petites vérifications à faire avant de pouvoir faire le dernier décaissement. Donc, ça compléterait pour 6.4. Quelqu'un propose? Proposé par Denise Leblanc. Évidemment, ça a été validé par les ingénieurs et les architectes au dossier qui font l'évaluation pour s'assurer que les travaux ont bel et bien été faits. En 6.5, c'est le même principe, toujours une demande de paiement, mais cette fois-ci, c'est la 10e pour le projet de l'Aréna Léopold Leclerc. C'est un montant de 918 093 et 17 sous sans les taxes applicables. C'est un montant qui serait pris à même, imputé à même le règlement d'emprunt qui est dédié pour ce projet. Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. Merci. 6.6, paiement final pour le remplacement de 5 unités de ventilation qui des heures. Ça aura pris à peu près 2 ans à arriver à compléter ce projet-là. On avait commandé des unités de ventilation, puis fournisseurs, on était dans la période de la pandémie, etc. Donc, on a finalement reçu les unités de ventilation. Si ont été installées, ça a été complexe, mais c'est complet. Ça respecte on avait un contrat là, qui était donné, donc il n'y a pas eu de changement au niveau des coûts. Mais les systèmes sont maintenant fonctionnels, sont prêts, ils ont été validés. Le dernier paiement final, en fait, pour ces installations-là est de 254 153 sans les taxes applicables. Puis ça sera imputé directement au règlement d'emprunt qui était spécifique à ce projet-là. Quelqu'un fait la proposition? Esteban Figueroa. Merci. On va me tourner vers la gauche tantôt, préparez-vous. Dossier de l'urbanisme. En 7.1, avis de motion au règlement relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. 7.1, on donne l'avis de motion. En 7.2, on adopte le premier projet de règlement. C'est une demande c'est un projet de règlement. On l'adopte ce soir. Ça fait suite à une demande citoyenne qu'on a. C'est le premier cas comme ça qu'on a sur le territoire de la ville. Vous savez que lorsqu'on construit ou qu'on met à niveau des systèmes d'eau potable, de traitement des eaux usées, il doit y avoir des analyses de sol. Selon le sol, ben, les firmes vont recommander des systèmes. Et jusqu'à présent, ben, il y a des faux septiques champs d'épuration et des systèmes EcoFlow qui sont des systèmes fermés souvent, qui répondaient aux besoins. Mais là, ce qu'on constate, c'est que dans certains secteurs de la ville, il y a un propriétaire où ce qui a été demandé, c'est d'installer un système de désinfection par rayonnement ultraviolet. C'est une étape, c'est encore plus complexe, je dirais, qu'un EcoFlow qu'on est habitué de voir. Donc, ces systèmes-là, pour qu'un citoyen puisse, sans ce système-là, il ne pourra pas avoir l'implantation de systèmes de traitement des eaux ou de construction. Donc, on risque d'en avoir de plus en plus de systèmes du genre. Donc, pour pouvoir implanter, donner un permis, on se doit d'avoir un règlement pour encadrer l'usage de ces systèmes-là parce que ça nécessite un entretien, une vérification annuelle. Cette vérification-là est faite par une firme externe, mais c'est la ville qui doit payer la firme pour aller faire l'évaluation et ensuite la facture est transférée au propriétaire. L'idée derrière ça, c'est de s'assurer que à chaque propriété qui ont ces systèmes-là qui sont très efficaces, mais qui nécessitent une vérification pour s'assurer qu'ils sont fonctionnels. Nous, la ville, on a l'obligation de donner les contrats pour aller faire vérifier les systèmes, puis il n'y a pas de frais pour la ville. Les frais sont transférés au propriétaire. Mais ce que ça assure avec ce règlement-là, c'est que que les propriétaires qui ont des terrains visés, c'est surtout sur le bord de l'eau, entre autres, là, essentiellement, aient un système puisse se construire avec un système qui soit fonctionnel et on s'assure qu'il soit vérifié à chaque année de leur bon fonctionnement.
Alors, c'est vers cette direction-là qu'on s'en irait. En 7.1, c'est pour donner l'avis de motion, pour informer la population qu'on veut se diriger vers ce nouveau règlement-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne l'avis de motion? Alain Turcotte. Merci. 7.2, c'est le premier projet de règlement. Donc, toujours dans le même objet. On lance le premier projet de règlement. Il va y avoir un affichage et à prochaine séance publique, là, on pourra procéder à son adoption. Donc, premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Denise Leblanc fait la proposition. Merci. 7.3, entente intermunicipale de fourniture de services d'inspecteurs de la MRC Avignon 2021-2024. Intégration des municipalités de Nouvelle et Maria. Depuis 2021, donc, les 9 municipalités de la MRC ont décidé de se mettre en commun pour faire de l'embauche de 3 personnes à l'inspection municipale. On avait notre responsable d'urbanisme qui faisait l'inspection. Maintenant, on a une deuxième personne à 85 de tâches, un peu plus de 4 jours semaine, qui est Étienne Berthelot, qui s'occupe de l'inspection de l'émission de permis. On voulait vraiment améliorer le service, mieux suivre nos règlements d'urbanisme. Et maintenant, après 2 ans, on constate que ça se passe bien. Puis les municipalités de Maria et Nouvelle veulent maintenant intégrer. Ça ne faisait pas partie de l'entente initiale. Ils souhaitent intégrer l'entente. Et pour ce faire, ça prend l'autorisation de toutes les 9 municipalités qui ont adhéré. Ça n'a pas d'impact sur Carleton-sur-Mer. Simplement, les 2 municipalités ajouteraient l'équivalent d'une ressource à temps plein, 60 à Maria, 40 à Nouvelle, et se répartissent la facture 60-40 sur la même modalité. Donc, si ça vous va, prendre une autorisation, une résolution de la ville pour les autoriser. Quelqu'un propose? Esteban Figueroa a fait la proposition. Merci. 7.4, aide financière pour le programme J'adopte un cours d'eau. C'est une initiative une demande qui nous a été faite. En fait, c'est un programme qui concerne les étudiants, entre autres, du Cégep, du campus de Carleton-sur-Mer, qui ont adhéré à ça, qui veulent faire un suivi de la rivière Stuart, qui a été une rivière ciblée. Les étudiants font un suivi régulier pour voir un peu l'évolution des plantes et de la faune et de la flore, en fait, là, de la rivière, qui permet d'évaluer un peu l'impact des changements climatiques sur cette rivière-là, puis peut-être le niveau de l'eau, la température de l'eau, etc. Donc, c'est un programme de suivi. Il y a plusieurs cours d'eau, si vous allez voir, là, plusieurs municipalités qui ont adhéré à ce programme-là à l'échelle du Québec. Nous, on trouve intéressant qu'on soit sollicité par le Cégep, par les étudiants. Ce que ça implique, l'entente de partenariat qui nous est demandée, c'est un montant de 3 900 à payer par la ville, puis il y a aussi une contribution d'autres organismes là, pour le montage financier de ce projet-là. Ça nous assure un suivi, ça va nous permettre d'avoir de l'information sur l'état de santé de cette rivière-là, puis de suivre un peu l'évolution des changements climatiques. Donc, pour le montant de 3 900, si vous êtes d'accord, on pourra aller de l'avant. Oui, que Denise Leblanc a fait la proposition. Merci. 7.5, maintenant, une demande de dérogation mineure au 850 boulevard Perron. C'est le lot 6 580 370. Vous allez peut-être le voir à l'écran. En fait, c'est dans le secteur entre le campus du Cégep et la route Bernard. C'est une propriété, c'est un secteur où il y a beaucoup de maisons sur la 132, mais il y en a aussi qui sont un peu reculées de la 132. Vous le voyez à l'écran. Donc, ça, c'est en 2017 qu'il y a une demande de permis qui a été faite pour régulariser cette situation-là, puisque les marges, ça ne respectait pas les marges de recul latéral, etc., pour pouvoir régulariser l'accès aussi. Il y a une maison plus haut sur le terrain. En bas, c'est la 132 qu'on voit. Donc, le permis a été donné, tout est beau, le dossier a été régularisé. Ce qu'on s'est rendu compte, au final, c'est une omission à l'époque, lorsque le permis a été émis, mais il y a des contraintes supplémentaires lorsqu'on est à 150 mètres d'un cours d'eau. Donc, la baie des Chaleurs n'est pas très loin. Ce qui fait que quand on est à 150 mètres d'un cours d'eau, le terrain doit avoir une profondeur minimale de 45 mètres. Et ce terrain-là a 41,32 mètres. En théorie, s'il n'était pas à 150 mètres d'un cours d'eau, il respecte la profondeur est beaucoup moindre. Mais donc, dans cette contrainte-là, puis on ne le voit pas bien sur le plan, là, mais c'est vraiment un terrain il y a de nombreuses contraintes. Si on bouge une ligne, on va empiéter sur le voisin. Donc, c'est la meilleure solution qui a été trouvée pour régulariser tout le monde. Mais là, on se trouve dans une situation où la profondeur est de 41,32 mètres au lieu de 45, mais ça serait difficile ce serait pas possible de le changer sans avoir un impact sur les voisins.
Alors, ça a été recommandé, la dérogation mineure a été recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Si ça vous va, on pourrait procéder à son adoption ce soir. Quelqu'un propose? Régis Leblanc a fait la proposition. Merci. 7.6, demande de dérogation mineure au 424 boulevard Perron, lot 6 476 841. Pour ça. Oui, pour cette décision-là, M. Turcotte va se retirer. On l'indiquait au procès-verbal puisque ça concerne sa propriété. En fait, puis c'est retiré de la discussion tout à l'heure aussi, dans la séance de travail. C'est une demande de dérogation mineure parce que sur le terrain de Mme Landry, M. Turcotte, il y a, c'est pas celui qu'on a à l'écran, mais la partie au nord du terrain est zonée agricole. Et comme c'est zoné agricole, il y a la possibilité de faire de l'acériculture. Donc, il y a une demande qui est déposée pour pouvoir implanter 75 entailles sur les érables. Mais pour pouvoir faire de l'exploitation acéricole, ça prend un minimum de 150 entailles. Donc là, ce qui nous est demandé, c'est de déroger, de permettre une exploitation pour 75 et non 150 en taille. Étant donné que même ce terrain-là, cette section de terrain-là, il y avait une demande qui avait été faite d'exclusion de la zone agricole parce que c'est une zone qui est forestière, qui est juste bordée par un cours d'eau, donc qui n'est pas utilisable pour l'agriculture. Ça a été refusé, mais là, étant donné qu'on souhaite faire un usage agricole quand même, là, la sériculture, c'est un usage agricole, une production agricole. Donc, le comité consultatif du humanisme recommandait d'accepter la dérogation à 75 au lieu de 150 en taille pour cette demande-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Monsieur Audette, Monsieur Leblanc, oui. Régis Leblanc, je ne sais pas, j'ai pris mon Audette. A fait la proposition, merci. Pas. 7.7, demande d'autorisation à la CPTAQ. Maintenant, demande d'usage autre que l'agriculture. Les lots 3 547 296 et 3 548 212. Correction, c'est une demande qui avait déjà été appuyée par le conseil municipal. C'est un petit lot là, dans le secteur du Mont-Saint-Joseph. Et le propriétaire souhaitait implanter un abri forestier, faire des petits sentiers et faire un belvédère. Finalement, la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, on dit que le lot était trop petit, la superficie n'était pas assez grande pour implanter des sentiers et des belvédères. Donc, il revient avec une nouvelle demande. Il demande l'appui de la ville cette fois-ci, en enlevant la portion sentier et la portion belvédère, simplement pour implanter le petit abri forestier. Et donc, il souhaitait avoir un appui de la ville pour construire cet abri sommaire-là d'une superficie de 20 mètres carrés sur cette propriété foncière que vous voyez. Et Bordel au nord, là, ça se trouve être tout près du stationnement là, des sentiers pédestres. Là. La partie nord du lot, la partie sud est tout près des champs aussi, là, qu'on voit derrière un peu la rue de la Gare là, pour vous situer. Donc, c'est un petit abri forestier qui serait aménagé dans ce secteur-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Proposée par Esteban Figueroa. Merci. 8, développement économique et tourisme. 8.1, acquisition d'une camionnette pour équipe du camping et des parcs. C'est pour remplacer une camionnette RAM 2011, donc il y a 12 ans, qui va avoir 13 ans d'âge. Et ce qu'on souhaite faire, c'est l'acquisition d'un véhicule Ford F-150 Lightning, c'est-à-dire la version électrique. Un véhicule 100% électrique qui va bien répondre aux besoins. C'est l'équipe d'entretien des parcs et du camping, donc avec un véhicule qui est silencieux, qui aura pas d'utilisation d'essence non plus. Les coûts ont diminué. On est à 74 365 et il y a 15 000 de subventions qu'on peut aller chercher pour électrifier nos véhicules, ce qui nous arrive à 60 000 si j'arrondis. Donc, c'est le même prix qu'un véhicule à essence régulier. Là. La dernière qu'on a acquis était à 57 ou 58 000. Donc, pour à peu près le même prix, maintenant, on est capable d'aller avec un véhicule 100% électrique. C'est ce qu'on souhaite faire. Ça inclut aussi l'achat d'une borne aussi qui est subventionnée à presque 50% pour la recharger au garage du camping municipal. Alors, si ça va, ce serait pour l'offre, la résolution, c'est-à-dire vise l'acceptation de l'offre de vente de Moget Ford au prix que j'ai donné proposé par M. Turcotte. Habituellement, on faisait toujours l'achat de véhicules dans notre concessionnaire local, mais ils n'ont pas, étant donné qu'il n'y a pas de véhicules 100% électriques, de camionnettes électriques, on a fait le choix d'y aller vers une autre marque en attendant que notre concessionnaire ait des modèles électriques. Mais puisque ça répondait à nos besoins au camping, on a décidé d'y aller. On a fait ce choix-là pour prioriser les véhicules vers électriques.
8.2, fourniture et plantation de végétaux dans l'aménagement extérieur du bâtiment de service, du stationnement. En fait, c'est sur la rue du Quai, là, un bâtiment de service là, qui est complété. On avait fait faire un plan par Cascabella Design Paysager et Horticulture. On nous arrive avec une soumission montant de 16 282 pour faire les aménagements des plates-bandes autour. On voulait s'assurer que ce soit des aménagements qui nécessitent le moins d'entretien possible, donc le plus naturel, avec des vivaces essentiellement, puis qui respectent un peu la thématique maritime autour. Alors, voilà, on a un devis, là, je ne sais pas si on peut vous le présenter à l'écran, là, c'est peut-être plus technique, là, ben, pas technique, là, mais donc il va y avoir de l'implantation. Non, je ne le vois pas dans les documents, je le voyais, on le voyait cette semaine, mais je ne le vois pas présentement. Vous ne voyez pas dans nos documents. Pas ce soir, on l'avait vu en séance de travail la semaine Le mois dernière. passé, Ouais. on l'avait vu. Ouais, on a la soumission, mais vous allez voir l'été prochain ces aménagements-là, si ça vous Mais va. ça Non, c'est ressemble vrai. un peu à ce qui a déjà été fait dans les sentiers. Dans les sentiers. Ben, c'est le même type de Oui, végétaux. oui, le même type de végétaux, Ouais, effectivement. utilisés, Autour du ça ressemble. Karabuja. C'est des rosiers sauvages. on a pas ça là. me ramène. Oui, oui, pas de problème. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un fait la proposition? Denise Leblanc propose. Merci. 9. Loisirs, culture et vie communautaire. 9.1. Renouvellement de l'entente sur le développement culturel 2023-2024. C'est des ententes habituellement qu'on a avec le ministère de la Culture qui ont duré 3 ans, 4 ans, j'oublie toujours. 3 ans. Qui sont renouvelables à tous les 3 ans. Et là, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de renouveler pour 1 an là, parce qu'ils n'étaient pas prêts avec l'entente de 3. Habituellement, c'est 50-50. Le ministère contribue, la ville contribue à la même hauteur que le ministère. Par le passé, on était sur des ententes de 40 000 par année, 20 000 villes, 20 000 ministères de la Culture. Et cette année, ils nous ont proposé d'y aller à 30 000, ce qu'on ferait. Donc, on irait avec un montant de 30 000 aussi, pour un total de 60 000. Ce qu'on a à faire, c'est aussi, entre autres, là, dans les prochains mois, c'est le renouvellement de notre politique culturelle. On doit mettre à jour notre politique culturelle. Et la prochaine résolution en 9.2 qui vient, ça serait l'idée, c'est de donner un mandat pour un consultant pour nous accompagner dans le renouvellement de la politique culturelle et on le financerait à même l'entente du point 9.1. Donc, la bonification de l'entente va nous servir à payer l'offre de service pour le renouvellement de la politique culturelle qui va être payée dans le fond à 50 %. Alors, si ça vous va, on accepterait pour une période d'1 an le temps de revoir avec le ministère, avec les modalités que je vous ai parlé. C'est proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 9.2, offre de service pour le renouvellement de la politique culturelle. Je l'ai mentionné, donc on se doit de renouveler notre politique. On en est bien fait dans notre politique, mais on est dû pour une mise à jour. Et pour cela, on a reçu une offre de service qui est par Benoît Trépanier, consultant en gestion et communication, pour un montant de 14 900 plus les taxes applicables. Est-ce que ça va pour donner l'offre proposée par M. Turcotte? Merci. 9.3, on garde le suspense pour quelques minutes. 9.4, réfection de l'aréna Léopold Leclerc, ajout de travaux. C'est simplement une directive de modification, la directive DC 32, pour ajouter, ceux qui sont familiers avec l'aréna, à l'intérieur, il y a un escalier qui mène vers la mezzanine, qui était avec des rampes là, turquoise, qui est plus aux normes, qui est en bois. Donc, ce qu'on ferait faire, c'était pas prévu dans les plans initiaux, mais ce serait de remplacer par un escalier métallique avec un garde-corps en métal. Ouais. Et donc, et c'est la même chose, effectivement, pour le bureau des employés là, qui se trouve en haut de la cantine. Il y a une petite marche, petite rampe qu'on mettrait aux normes. Donc, c'est un coût pour ces deux installations-là de 35 059 et 73 sous. Ça va? Quelqu'un propose? Proposé par Denise Leblanc. Merci. 10, dossier travaux publics. 10.1, entente avec Éco-entreprise Québec concernant la transformation et la poursuite du service régionalisé de collecte, transport, tri et traitement des matières recyclables pour l'appel d'offres 2021-2024 à partir du 1er janvier 2025. Ça, c'est une grosse transformation qui se fait partout au Québec dans la gestion des matières recyclables. C'est les villes qui étaient responsables de la collecte et de payer pour le tri des matières recyclables. On a une subvention de Recyc Québec qui rembourse une partie de ces frais-là. Mais à partir du 1er janvier 2025, tout ça va être transformé. C'est maintenant les entreprises qui vont être responsables de la gestion des déchets qu'elles produisent, de la récupération. Ça veut dire que c'est Éco-entreprise Québec à l'échelle du Québec qui va gérer ça. Et bon, chacune des MRC, des municipalités au Québec ont des contrats pour les collectes. Donc là, il y avait une obligation légale pour les municipalités de terminer tous les contrats au 1er janvier 2025.
changer de modèle. Et là, ce qu'on vient faire ce soir, c'est de maintenant les municipalités doivent déléguer la compétence en matière recyclable au MRC. Ce qu'on vient faire ce soir, c'est de transférer ce service-là à partir du 1er janvier 2025 au MRC, qui vont être mandataires. Et éventuellement, on dit en résolution que ça va être la régie de gestion des matières résiduelles qui va devenir, quand la régie va être fonctionnelle, les MRC Avignon-Bonaventure vont déléguer ça. C'est un peu complexe, là, c'est un peu technique, là, mais ce que ça va vouloir dire concrètement là, pour les citoyens, c'est que il va y avoir des points de dépôt à partir du 1er janvier 2025 dans les épiceries, dans les commerces. Tout va être consigné, les bouteilles de jus, les bouteilles de vitre. Il n'y aura plus de bacs bleus au chemin où on va tout mettre. Il va peut-être rester le carton, le papier dans les bacs de recyclage. Toutes les autres matières vont devoir aller être déposées dans des centres de tri qui vont être construits, qui vont être aménagés dans des commerces existants. Ils ont ciblé des commerces, donc il va y avoir des lieux de dépôt. Donc, ça va être vraiment une transformation. On est encore dans 1 an et demi, un peu plus d'1 an, là. Vous allez avoir de l'information, mais là, on est dans les étapes plus légales parce que c'est les municipalités qui ont compétence, qui doivent s'occuper de ça. Mais éventuellement, ça va être les entreprises via Éco-entreprises Québec qui vont devoir en être responsables. Donc, ça, c'est une des étapes vers la transformation du système de recyclage au Québec et qu'on fait ce soir avec cette résolution-là, mais c'est de même dans toutes les municipalités du Québec. Donc, on transfère à la MRC Avignon en attendant que la régie de matières résiduelles soit pleinement en vigueur, puis c'est elle qui va être responsable de suivre l'évolution de ce dossier-là. Mais ultimement, ça va être une responsabilité d'Éco-entreprises Québec et des entreprises qui produisent ces déchets. Ça va? Quelqu'un fait la proposition? Régis Leblanc propose. Merci. 10.2, embauche d'ouvriers opérateurs en eau potable. On a eu des changements dans l'équipe, ce qui fait qu'on a affiché un poste à l'interne de 52 semaines. Le poste serait occupé ce soir par résolution par Patrick Poirier, qui était déjà ouvrier opérateur. Celui-là, c'est ouvrier opérateur en eau potable. C'est la personne qui est responsable de vérifier tous les sites là, où on a des installations en eau potable. Ça va nécessiter une formation pour M. Poirier. Là, il s'engage à suivre la formation et il se tombe sur un poste de 52 semaines. Il était sur un poste de, je n'ai plus le nombre, 35, 38 semaines par année. Tout simplement des petits mouvements à l'interne. Il prend le poste qui était auparavant équipé pas équipé, mais occupé, merci, par M. Éric Landry. Alors voilà, quelqu'un fait la proposition? Proposée par Denise Leblanc, merci. En 11, dossier de la sécurité publique. 11.1, rapport des interventions au 30 septembre 2023. C'est un dépôt qu'on fait là, 3 fois par année par notre directeur incendie là, qui fait état de l'ensemble des interventions qui ont été faites. Je sais pas, des systèmes d'alarme, des feux, des accidents de la route, là, etc. sur le territoire. Donc, c'est simplement un dépôt pour informer le conseil. Ce qui nous amènerait maintenant au prochain point qui est le 11.2, règlement 2023-485 modifiant le règlement 2009-164, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Dans la mécanique de financement des centres 911, nous, c'est la correcte. C'est un centre qui est à Rimouski. Si vous appelez le 911, c'est des répartiteurs et répartitrices de Rimouski. Et ces centres-là sont financés en partie par cette taxe-là, en fait, mais qui passe sur vos comptes de téléphone. C'est un peu complexe la mécanique, mais il y a un aller-retour par les municipalités. Et avant ça, c'était une taxe de 48 sous par compte de téléphone par mois. Maintenant, ça va passer à 52 sous. Et ça, c'est une obligation légale qu'on a. L'ensemble des municipalités du Québec doivent adopter par cette résolution-là qui dit que le tarif va passer de 52 sous par mois, de 48 à 52 sous par mois par numéro de téléphone. Puis ce financement-là, il est transféré directement, dans notre cas, c'est à la Correct, au centre de Rimouski. Alors voilà, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Proposée par Esteban Figueroa. Merci. Avant de passer, la prochaine séance aura lieu en 12.1 le 14 novembre 2023, 20 heures ici même. Il n'y avait pas d'autres sujets, donc on pourrait compléter avec, je reviens à dossier, c'était lequel? Loisirs, culture et vie communautaire. 9.3, budget participatif, projet gagnant. On avait 4 projets qui ont été déposés dans le budget participatif, volet jeunesse.
Il n'y a pas eu une grosse couverture médiatique. On avait une petite crainte sur la participation au vote. Finalement, ce qu'on a constaté, c'est que les gens ont voté. Ça a été l'édition où on a eu le plus de votes. Donc, on en est très heureux. Je tiens à remercier tous les porteurs de projets. On en a une dans la salle d'ailleurs qui ont travaillé à déposer ces projets-là. Je vous rappelle, il y avait le projet de deck hockey, de surface de deck hockey pour extérieur à l'école Beau. Il y avait un projet de jeu d'eau, projet de parc de planche à roulettes, skate park en bon français, et un projet de trampoline géant. Finalement, le projet qui a reçu le plus de votes et donc que la ville s'engage à faire l'an prochain est le projet de jeu d'eau. Hey. Présenté par Mme Véro, félicitations. Donc, DD, je ne sais pas, on n'a pas la date exacte, mais on va se lancer là-dedans déjà à l'automne, maintenant que c'est connu. L'équipe se lance dans le mode réalisation pour que ça soit prêt pour l'été prochain. Le projet de judo va être au Parc Germain-des-Lauriers, donc va être aménagé. L'équipe va vous contacter pour la suite des choses, mais donc je pense que ça va être au bénéfice de l'ensemble de la population, spécifiquement des jeunes et des familles, des parents, des grands-parents aussi qui vont en profiter pour avoir des jeunes enfants. Je pense que ça va être apprécié. Alors voilà. Félicitations encore. Félicitations. Oui. Ça prend quand même une Oui, ça prend une résolution pour officialiser le geste du conseil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? On va demander à Esteban. Esteban Figueroa a fait la proposition qui a piloté ce dossier-là. Félicitations. Alors, on pourrait procéder au tour de table du conseil avant de vous passer la parole pour les gens dans la salle. Commencez par Mme Leblanc. Merci à vous, Monsieur le maire. Mais moi, ce soir, j'en ai parlé tantôt à la table de travail, mais vous savez que à la ville, ici, on a une politique sur les années de reconnaissance, les années de service pour les employés. Ça doit faire 5 ans, comme il faut. Et c'était jeudi dernier, précisément le 12 octobre, comme de quoi que la ville a organisé un gala de reconnaissance pour ses employés. Puis nous, on a eu l'occasion, bien sûr, en tant que conseiller, de pouvoir participer à ce beau gala-là. Et c'est intéressant de voir à quel point que la ville est attractive parce qu'on a souligné 40 ans d'années de service pour un employé, 25 ans peut-être pour deux, trois, je ne suis pas trop sûr de mon affaire, puis 15 ans. Fait que ça démontre à quel point que la ville, en tout cas, a réussi à amener d'autres avantages autres que l'aspect financier. Fait que ça, c'est fun de voir que les employés semblent très heureux de travailler à la ville. En tout cas, de ce qu'on a entendu, ça a l'air très plaisant de travailler à la ville. Fait que je tiens à vous féliciter toute votre équipe d'avoir tout organisé ça. C'était très beau à voir. Merci. Merci. M. Turcotte. Moi, j'ai rien de spécial. Merci d'être là. Merci. M. Figueroa. Oh oui, ça marche. Et je voudrais encore féliciter Mme Véro pour avoir présenté pas un, mais deux projets qui ont été soumis au vote. Et félicite aussi les autres personnes qui ont soumis des projets, là, Vincent Landry, avec aussi Paul Fugère, oui. Paul Fugère pour le skatepark. Sachez que bon, les projets étaient votés à environ 10% de la population a voté pour l'ensemble des projets. Puis à la ville, on s'est rendu compte que c'est environ 10% de l'ensemble de la population. 465 votes. Environ. Mais ça donne beaucoup des idées à la ville, en fait. Les projets qui sont non gagnants, des fois, ça nous amène à une réflexion là, sur des possibilités de vos projets à mettre en place quand on a des budgets. Donc, je tiens à souligner ça. Donc, les personnes qui ont soumis des projets qui n'ont pas été gagnants, bien, sachez que quand même, là, des fois, il y a des possibilités pour les mettre en place pareil. Bravo encore. J'ai hâte de voir ça. Si ça va marcher ou pas, je ne sais pas. On verra après. Ça va marcher, on n'a pas le choix. Il faut que ça fonctionne. Merci, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Je voudrais saluer deux beaux événements qui se sont passés à Carleton-sur-Mer. D'abord, ça faisait très longtemps que Carleton-sur-Mer n'avait pas fêté les Journées de la culture. Alors, on a eu des très belles rencontres samedi et dimanche avec la participation des organismes culturels de Carleton-sur-Mer. Donc, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Ça a été vraiment une belle fête des 20 ans du Quai des Arts aussi. Vous voyez, on met beaucoup de sous, d'énergie dans le Quai des Arts qui a 20 ans.
la politique culturelle, c'est pas étranger non plus à ce nouveau souffle-là qu'on veut donner avec l'embauche de M. Trépanier, puis un travail qui se fait avec M. Frédéric Vincent, où on va tenir une rencontre stratégique de travail là, pour le développement du Quai des Arts. Fait que, salut aux Journées de la culture. Et dimanche, j'ai pu participer à la journée de la grande marche du défi Pierre Lavoie. Bravo aux 125 à 150 personnes qui étaient là avec leurs enfants. Une belle organisation de Bouge pour que ça bouge et notre Laurie Gallagher du service des loisirs. C'était une très belle journée. Alors, vous pourrez continuer de marcher le reste de l'année en attendant de venir nombreux l'an prochain à cet événement. Merci. Merci, là, M. Leblanc. On peut maintenant passer la parole aux gens dans la salle. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions. Oui, je vous écoute. Bonjour. Ouais. Dans la salle en arrière, il y a des gens qui vont là tous les jours pour des activités. On n'a pas de découlateur, puis on ne peut pas aller dans la salle Charles Dugas, parce que c'est barré. Mais de la salle Charles Dugas, on peut aller à l'entrée du vide civique. Soit mettre des découlateurs dans l'entrée du vide civique, ou en mettre un dans la salle. Comme dans le portique, là, dans l'espace. OK. Parce qu'on du vide civique, on ne peut pas rentrer. OK. Je comprends. On va Il y là. a des gens tous les jours qui vont là. C'est vrai. Oui, Ah bon. OK, c'est bon, on va le regarder. C'est la première fois que je l'entends. C'est bon, on va regarder. Puis, c'est aperçu qu'avec la garderie, ils sont pas hauts. Puis les fenêtres, ils prennent l'eau. Les autres, ils ont des racines, puis il y a des trous. Il y a de l'eau qui s'infiltre. OK. Les fenêtres de la salle Charles-Dugas. Puis, on va quelqu'un. On va vérifier, là. Ils ont été refaits, là, les bas de mur, justement, il n'y a pas très longtemps. Puis, OK. 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 On va regarder. OK. Puis quand il pleut, Ah oui. OK, on va le vérifier. Merci. Puis j'avais fait une demande au mois d'août. Oui. Pour mon employeur qui avait pas sur le 36 Puis il n'est pas. OK. Bon, on va le. Il est dans la liste. Soyez assurés qu'il est dans la liste. Ça, c'est. Habituellement, là, je me suis assuré personnellement qu'il soit dans la liste, mais c'est ça. Habituellement, l'électricien, quand il y a un lot, il cumule certaines requêtes, puis à un moment donné, il fait une tournée. Là. Donc, désolé du délai, mais soyez assurés qu'il sera fait prochainement. Merci. Madame Allard, oui. Après, oui. 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 Oui, ben, oui, il y a du travail qui se fait en ce sens-là, assurément. Moi, je siège à la Société de chemin de fer de la Gaspésie. On est en pourparlers avec Via Rail. C'est sûr que Via Rail, la réponse qu'ils donne depuis plusieurs années, c'est lorsque le rail se rendra jusqu'à Gaspé, le train de passagers va y aller ensuite. Donc là, on travaille fort pour amener le train de passagers. L'échéancier, ce qu'on a, c'est 2026. Puis on croit qu'ils vont le tenir parce qu'on suit l'évolution des travaux. Ce qu'on a demandé depuis le début au ministère des Transports, c'est oui, on veut un échéancier. On ne veut pas juste une date, on veut savoir pour se rendre à cette date-là, quels travaux doivent être faits, quels sont les jalons, et ils nous fournissent, puis ils nous livrent. Puis on sait qu'en 2026 aussi, il y aura des élections provinciales à l'automne, donc ça peut peut-être inciter tout le monde à faire une belle coupée de ruban à Gaspé. Donc, je vous dirais qu'on travaille au niveau stratégique pour arriver puis pour avoir le train de passagers. Puis, on est assez confiant. Je ne peux pas élaborer toutes les stratégies, là, mais oui, on avance dans ce sens-là, oui, absolument. Ouais. Yes. Bien hâte de prendre le train de passagers. Oui, je ne sais plus lequel des deux, mais madame, oui, allez-y. J'avais une question concernant le contrat d'aménagement du pavillon de service au Oui. du quai. Je comprends que c'est normal qu'il y ait un aménagement, mais qu'il y a des plantations, quand il y a des bordements, puis il y a des algues chaque année qui s'accumulent, là, ça veut dire qu'il y a d'eau salée. Est-ce qu'ils vont vraiment faire des plantations? Est-ce que c'est pertinent? Ben, je pense que c'est Il y a des bordements, à chaque fois qu'il y a des gros vents d'ouest, accompagnés de bonnes marées, l'eau passe par-dessus. Oui, on le voit, là, mais Fréquent. moi, je ne Mais sais pas ce si Mme que Leblanc... je là. peux me permettre de vous dire, c'est que c'est les mêmes
Moi, je vais appeler ça des rosiers sauvages. Là. C'est des Ah, ok. rosiers de mer. Là. Ah, ok. Ils sont habitués à avoir des Ah, ça va. vagues, Si l'eau c'est ça, ça salée. va. C'est vraiment des choix très éclairés Ok. dans le choix des végétaux parce que c'est justement pensé avec tout ce que vous veniez de nommer. Ok, c'est Et correct. c'est toutes des choses naturelles Ah oui, qui les cohabitent rosiers, vraiment avec notre climat à nous, avec tous les risques que ça comporte. Je peux vous rassurer là-dessus. Donc, c'est sûr. Parce que c'est un bâtiment qui est placé à être déplacé aussi facilement. Hein, si elle- Ouais. Dans le pire On des a cas. l'obligation on avait l'obligation de construire un bâtiment qui peut être déplacé. Ouais. Ouais. Faut qu'ils soient gênés non plus par. Ouais. Exact. Ouais. Autre question? Oui. Ouais. Moi, je voudrais vous parler de la baie des Chaleurs. Parce qu'on sait tout le monde que la baie des Chaleurs se classe parmi les plus belles baies au monde. Est-ce que c'est parmi les 10, les 20? On sait qu'on est classé très important. De source sûre, j'ai su que le congrès mondial des plus belles baies du monde va se passer en 2024 en Corée. De source sûre aussi, je sais que les dirigeants de ces comités, de ce grand comité-là, se cherchent un endroit dans la baie des Chaleurs pour tenir le congrès mondial dans la baie des Chaleurs. Moi, personnellement, entre Port-Daniel, j'imagine, qui est une ville qui longe la baie des Chaleurs, ça doit arrêter à peu près là, et c'est MRC Bonaventure. Rocher-Percé, Port-Daniel. Ouais. Rocher-Percé. La MRC Bonaventure arrête où? À Port-Daniel. Chigaweg, dernière municipalité de Bonaventure, oui, Port-Daniel. ces villages-là font tous partie, on est tous en bordure de la baie des Chaleurs. Alors, je pense que ce serait important vraiment de se mettre sur ce dossier-là. Si ce comité mondial-là se penche pour venir dans la baie des Chaleurs en 2024, mais je pense que c'est important qu'on mette un petit peu d'effort là-dessus, parce qu'entre Port-Daniel et, je ne sais pas, moi, Matapédia, je ne vois pas autre que Carleton qui a les infrastructures intéressantes pour recevoir un congrès mondial, puis on ne peut pas passer par-dessus. Est-ce que les deux MRC font partie? Est-ce que vous avez une adhésion pour faire partie de ce comité-là? Vous connaissez le préfet du comité d'Avignon, oui? Oui, première des choses, la baie des Chaleurs, ce comité-là regroupe les deux côtés de la baie des Chaleurs, donc inclut le Nouveau-Brunswick. C'est une initiative qui était beaucoup portée par des intervenants du Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai participé activement au réseau des plus belles baies plusieurs années. Après ça, on a mobilisé des ressources des MRC Avignon et Bonaventure. On a contribué financièrement depuis 2012 à peu près au réseau. Donc là, je sais qu'effectivement, qu'ils travaillent, c'est pas confirmé, mais ils veulent déposer une candidature pour 2026. C'est 2026, j'ai plus le... Au Nouveau-Brunswick? La baie des Chaleurs, là, ce qui inclut les deux côtés, là, oui. Je ne penserais pas que le côté nord de la baie, ici, là, sont intéressés à recevoir ce congrès-là, mais je pense c'est plus le Nouveau-Brunswick qui est mobilisé sur le réseau des plus belles baies depuis toujours. Ça a toujours été une initiative beaucoup plus portée par le Nouveau-Brunswick. Ça a toujours été des présidences du Nouveau-Brunswick. C'est Rachel Arsenault-Ferguson qui est de Campbellton. Avant, c'était Michel, j'oublie son nom de famille, mais qui est Bugeaud, merci, qui est devenu président de l'Association mondiale, Michel Bugeaud, mais ça a toujours été davantage, je dirais, porté par le Nouveau-Brunswick. J'ai été la personne qui s'est impliquée le plus du côté du Québec depuis nombre d'années dans ce réseau-là. Donc, on va voir où ça va nous mener, mais je sais qu'ils ont l'intention de, puis on va se positionner à ce sens-là. Là, on a eu des demandes pour soutenir financièrement. C'est une grosse organisation. Moi, j'ai participé à un congrès, d'ailleurs, du réseau des plus belles baies à Taïwan en 2018, merci. Donc oui, c'est un dossier qu'on suit. Oui. Bon, il ne faudrait pas laisser ça passer si éventuellement le Nouveau-Brunswick refuse de le prendre, le congrès mondial, mais il ne faudrait vraiment pas laisser passer cette opportunité-là. Ça, c'est mon avis. Parce que ça amène des gens de partout, ça fait développer, c'est le développement économique, etc., etc. Ouais. Maintenant, moi, j'ai un petit témoignage à vous faire, OK? Je sais, vous allez me dire si ça ne nous regarde pas, mais moi, je dis pareil. Qu'est-ce que je fais demain? Avez-vous déjà passé devant l'église de Carleton et voir des petites familles avec des petites valises sur le bord du trottoir qui attendent l'autobus qui est au lycée? Je veux juste que vous représentiez l'image que vous avez en tête quand vous voyez des gens avec leurs valises sur le bord du trottoir dans une si belle municipalité dont on se doit d'être fier. Je sais que c'est le maire, tu vas me dire, mais Mimi, Coalice, c'est pas nous autres. Je le sais, ça. C'est une entreprise privée.
Mais je pense que pour l'image de Carleton, c'est inacceptable de voir. Ben moi, ça me fait penser à l'Holocauste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme si on veut fuir un pays, puis on est prêt avec la petite valise. Puis on m'a fait savoir aussi que si moi mettons, que je commande des paquets de Montréal ou de Québec, je sais pas où, l'autobus, ça n'arrête même pas ici. Il faut aller chercher le bagage à New Richmond. Vrai ou faux? Vrai. Bon, moi, ma question, y a-t-il quelque chose à faire avec cela? On a le Cap à la mer, on a la baie Bleue, on a le Quai des Arts, on a la sacristie. Il me semble qu'il y a des endroits plus accueillants qu'un bord de trottoir pour faire attendre le monde pour prendre l'autobus. Oui, c'est vraiment un enjeu. Là, on en est très conscient, là, puis j'y ai travaillé d'ailleurs, là, mais le défi qu'on a, c'est que on a des enjeux avec le transporteur, là, on va se le dire. Là. Il n'offre pas des conditions qui sont intéressantes. Fait que c'était le Héron pendant des années de temps. Le Héron a abandonné le service, se sont tournés vers d'autres entreprises, puis il n'y a personne qui a voulu l'accepter parce que c'est pas payant. Ça a été la même chose pour le transport par colis. Les dernières municipalités d'Avignon, c'était Pointe-à-la-Croix qui l'offrait. Il y avait un dépanneur à Pointe-à-la-Croix, puis ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils ont dit c'est beaucoup de manutention, beaucoup de travail pour à peu près zéro revenu des commerçants. Donc, les commerçants ont décidé de ne plus le faire. Donc, c'est vraiment un enjeu. Je pense que le problème, c'est le modèle d'affaires de Keolis qui laisse rien à peu près. Donc, ce qui fait que les commerçants disent moi, j'accueille pas les autobus. On se retrouve dans une situation où je suis d'accord avec vous. Là, c'est inacceptable dès que les gens soient à l'extérieur. On a déjà parlé au conseil d'ailleurs. C'est un enjeu qu'on a. J'ai pas de solution ce soir, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe. On est à la même place, assurément, oui. Tant pour le transport de colis que de personnes. Ça va être la même chose probablement avec le CN, le train voyageur. Ils vont nous dire c'est pas rentable. À la Pédia-Gaspé, éventuellement, si jamais c'est pour venir sur la table, puis le train ne viendra pas. T'sais. Fait que les moyens de transport là, publics pour déplacer les gens qui n'ont pas de véhicule. C'est un autre modèle d'affaires pour le train. Là. Via Rail, c'est une société qui est financée par le gouvernement fédéral qui a l'obligation de desservir la population. Quand Via Rail venait à Gaspésie, de mémoire, c'est 2,6 millions qui perdait par année le déficit d'opération, le service-là. Mais c'est l'ensemble des contribuables du Canada qui payent pour ça, là, via le ministère des Transports qui rembourse ça. Keolis, c'est un tout autre univers. Eux, il y avait, c'est pour s'en faire toute l'histoire, là, mais ils ont eu l'exclusivité du tronçon Québec-Montréal, puis en échange d'avoir ce qui est le tronçon payant, puis en échange, eux, ils s'engageaient à desservir les régions. Mais le service a diminué drastiquement dans les dernières années pour plusieurs raisons. Là. Ça a été un gros combat politique là, régional là, dans les dernières années que moi, j'ai peut-être un peu moins vécu. Là. Je suis arrivé sur... les dégâts étaient pas mal faits, mais je sais qu'on continue à y travailler. Puis le transport aérien aussi, il faut ajouter. Mais disons qu'en matière de transport interrégional, on fait pitié. Oui, je vous l'accorde. Tout à fait. Je reviens sur tantôt, juste une dernière question, je vais arrêter de vous tanner avec ça. Mais je on reviens par rapport toujours à la baie des Chaleurs. Oui. Est-ce que les deux MRC ont adhéré en tant que membres, je ne sais pas, comme membership est-ce que vous adhérez à ces Oui, mais là, je ne sais pas, cette année, ça a été renouvelé, mais oui, pendant des années, la Ville était membre aussi, Carleton-sur-Mer, oui, les deux MRC aussi ont contribué. Oui. Là, je ne sais pas cette année, là, honnêtement, là, je voudrais le valider, là, mais on l'a été... On va en parler au préfet. Et le préfet va en parler à l'équipe pour valider. Très bonne idée. Oui. On va revenir là-dessus. J'ai des questions en ligne, plusieurs questions même. Je vais y aller comme elles apparaissent. Rémi Essiam qui nous demande est-ce que Skiminac a débarqué de l'entente du regroupement sur la sécurité incendie? La réponse est non. Ils font partie de l'entente. Bonjour, M. Essiam. Ma première question a été répondue. J'avais inversé les points. Je m'en excuse. Rémi Essiam, encore une autre question. Vous y parlez de Moje Ford. Avez-vous vérifié Ford New Richmond? C'est Ford New Richmond. Je crois que c'est encore le nom Moje Ford, là, mais je n'ai plus le nom dans la résolution, mais c'est effectivement le concessionnaire de New Richmond. On demande c'est quoi la salle, M. Essiam, la salle polyvalente. Ça doit être en lien avec le défibrillateur, si j'en comprends bien. C'est la salle Charles Dugas, si je comprends l'objet de la question. Nicole Cyr, maintenant, bonsoir à tous. Ma question s'adresse à Jean-Simon, qui est le responsable du club de golf, ou une autre personne. Des nouvelles concernant le club, à savoir comment se dérouler dans l'année 2023. Une réunion des membres serait très appréciée et l'achalandage a été très bon, d'après moi. Nicole Cyr. Je ne sais pas si vous voulez répondre, M. Audit, si vous avez oui, moi, je peux donner quand même d'informations. Je supervise, si on veut, les opérations du golf.
avec l'équipe en place. Écoutez, c'était une saison, on va se le dire, au niveau météo assez catastrophique pour le golf au Québec, là, même de l'avis de tous et des associations. C'était la pire saison là, de l'histoire du golf au Québec. Là. Donc, en termes de météo, ça a été très préoccupant et très difficile aussi pour. On avait un renouvellement au niveau de l'équipe terrain, donc ça a été une saison complexe pour l'entretien du terrain. Mais somme toute, on s'en tire plutôt bien en termes de fréquentation. On n'a pas fait encore là, le bilan complet de la saison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'on atteint les objectifs budgétaires qu'on s'était fixés. Là, déjà en termes de membership, on dépasse nos objectifs. Là, on est à 240 membres actuellement pour la saison. Là, c'est quand même une progression. Là, on est passé en 4-5 ans de 135 membres à 235. Là, donc, ça, c'est vraiment une augmentation là, substantielle. Puis au niveau des parties jouées, là, ça représente environ 3000 parties qui ont été jouées là, par des gens qui ont payé à la journée, des gens de la région, des gens de la localité ou des visiteurs. Ça fait que voilà, puis on avait une nouvelle direction à la personne d'Alexandre Parent qui était là. On avait fait des changements au niveau de l'aménagement. Ça, je pense que c'est très positif comme constat. Euh, Puis je vous dirais qu'à ce niveau-là, là, en termes de service à la clientèle, on avait des enjeux importants là, qu'on voulait régler, en tout cas améliorer. On a apporté beaucoup d'améliorations. Je pense qu'en tout cas, on voit une bonne appréciation aussi des gens. Donc, je vous dirais, somme toute, malgré une météo hasardeuse, parce qu'on a quand même fermé, là, écoutez, on a fermé, là, je vous dirais quasiment le côté nord, presque une dizaine de jours dans l'été. Le golf a été fermé plusieurs jours, ce qui est exceptionnel, là. En tout cas, dans les années antérieures, je veux dire, dans les 5 dernières années, on a peut-être fermé quelques journées. Là, cet été, c'était vraiment difficile. Donc, on est très satisfait. Puis oui, on est en train de compléter le bilan. On a un comité aviseur du golf qui sont formés de membres du golf qui nous conseillent sur son développement. On se voit à la fin du mois, puis il y aura certainement une rencontre des membres là, quelque part en novembre, comme on a pris l'habitude de faire annuellement. Là. Donc, assurément, cette rencontre-là va avoir lieu. Merci pour les informations. Je continue dans les questions en ligne. Rémi Siam, toujours. Pourquoi une ville qui prône l'économie d'eau potable va faire un jeu d'eau connecté sur le réseau d'Aqueduc? Avez-vous découvert une autre source d'eau? En fait, c'est une question qu'on s'est posée à la ville, là, voir comment ça pourrait être accueilli, d'utiliser de l'eau pour ce genre d'initiative-là. Mais la beauté du budget participatif, c'est que c'est l'ensemble de la population qui décide. Les gens ont voté et ont souhaité ce projet-là. Donc, on s'engage à réaliser le projet qui a reçu le plus de votes. Et dans ce cas-là, c'était sans équivoque. C'était le projet qui plaisait à la population, puis les gens veulent l'avoir. Donc, on avance. C'est notre rôle comme conseil que d'écouter. Oui, peut-être M. Leblanc. J'ajouterais aussi le fait que dans la discussion, le conseil a tenu compte du fait que les jeux d'eau, lorsqu'il n'y a pas d'activité, l'eau ne va pas couler éperdument. Donc, il va y avoir un mécanisme de contrôle au moment où il est utilisé. Il y aura de l'eau, mais quand il ne sera pas utilisé, ce n'est pas une fontaine qui va couler tout le temps. Là. Ça pourrait être de l'eau de la mer? Non, ça ne peut pas être de l'eau salée qui... on s'est peut-être posé la question, il y a des systèmes qui récupèrent l'eau là, dans les jeux d'eau. C'est sûr que ça occasionne des coûts importants, mais ça demande aussi de l'entretien, d'un suivi de la qualité de l'eau à chaque jour, et donc c'est beaucoup plus complexe en matière de gestion. La quasi-totalité des jeux d'eau qui s'implantent, c'est tous des jeux en système d'eau libre, là, puis on l'a bien spécifié, là, on le voit, là, un système en eau libre pour être certain que les gens comprennent bien de quoi il s'agit lorsqu'ils veulent voter. Donc, c'est le projet qui a été... Moi, j'ai déjà vu dans les parcs, il y avait des boutons. Oui, exact. Il va y avoir un petit bouton. Ça part pour, je sais plus, 5 ou 10 minutes, là, le temps. Puis là, on rajoute. Fait que les gens, quand il n'y a personne qui l'utilise, ça arrête, tout simplement. Oui, exact. Alors, voilà. D'autres questions? Je n'en ai plus en ligne. J'ai épuisé ce que je vois dans la salle. Oui, c'est quoi qui est arrivé au juste? Ben, spécifiquement,
En fait, là, on a l'équipe d'entretien qui font une ronde, là, qui à chaque soir verrouille. Et là, ben, on termine la saison. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de laisser déverrouiller l'espace. Puis il y a quelqu'un qui est allé, qui ont forcé quand même la serrure, puis ont brisé il y a une distributrice de balles là, qui a été brisée. Et donc là, les balles ont été lancées un peu partout. Donc là, on a récupéré, là. C'est un événement isolé, là. C'est malheureux, mais en fait, on n'est pas vraiment victime de vandalisme, là. Moi, c'est le premier événement de vandalisme que je connais depuis 10 ans à la ville. Donc, je pense que c'est un événement isolé. On va réparer la machine. On avait déjà des enjeux là, avec la distributrice, là. On va en acheter une deuxième parce que des fois, elle bloquait qu'on avait déjà prévu, là. Donc, on va en acheter une deuxième pour l'été prochain, puis on pense que ça ne se reproduira plus. Mais essentiellement, c'est ça. Ça a été la vitre de la distributrice qui a été brisée, puis la serrure qui a été endommagée. Ouais. Oui, ça a été vandalisé aussi. Oui, il y a eu effectivement, il y a 2 fenêtres qui ont été brisées. On l'envisage, on est en train d'évaluer ces scénarios-là. Il y a des municipalités, on a discuté avec des municipalités, il y en a qui mettent des caméras, qui disent que oui et non, dans certains cas, ça ne change pas. Ben, en tout cas, on est en évaluation, puis c'est quand même des cas isolés, là. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, là. Donc, on a parlé avec la Sûreté du Québec. On va regarder tout ça, là, mais oui, effectivement. On va espérer que ça ne se reproduise plus. Autre questions, commentaires? Je ne vous vois pas en ligne. On pourrait procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Denise Leblanc, on fait la proposition. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Ah, ben oui. Avez-vous trouvé quelqu'un pour... Marie-Ève, veux-tu faire une petite photo avec nous autres? Non, mais c'est pas encore. Ça va débuter. C'est quelle date, Antoine, encore les élections? Le 3 décembre. C'est le 3 décembre. Ça sera voté, c'est les élections. On va le mettre en ligne. D'une journée à l'autre. D'après moi, s'il ne l'est pas déjà, on va vérifier sur le site des élections. Comment ça va? Oui, mais là, c'est ça, j'ai demandé à la secrétaire d'élection aujourd'hui de le mettre en ligne. C'est le 20 que ça ouvre. Peut-être qu'il va en avoir. À partir du 20, vous imprimez le document. Qui vient de ça. Ça ferme. Il y avait des élections. Je ne vais pas vous dire, là, je vais vous donner la bonne date. C'est comme 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Non, mais tu veux pas, non, parce que... Ça ouvre le 20. Le 3. Bravo à vous. C'est voiture. OK. Ah, c'est bon, on se met vraiment... C'est mal que je te vois. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Il y a plusieurs personnes. OK, prends un autre. Choisir. Parler avec les conseillers. Moi, ouais, je ne peux pas vraiment vous parler du travail là, comme je suis président d'élection, mais c'est ça, vous pouvez dans le fond, là, tout simplement, discuter avec les conseillers. Faites votre choix. Moi, Ah, parce que là,